فوالا دونك نبداو الكود. أول كود اللي خاص conception du système microprocesseur. دونك شفنا في المرة اللي فاتت un historique rapide, hein, programme du module plus un historique rapide, hein, sur les microprocesseurs. Donc maintenant, on commence avec le contenu du module. Donc la première partie du module, c'est de voir l'architecture d'un système à microprocesseur et d'étudier un type particulier de microprocesseur, celui qu'on a choisi à expliquer cette année-là, ce semestre-là. Donc, نبداو architecture d'un système à base de microprocesseur. Donc, dans un système à base de microprocesseur, كما شفناه la dernière fois, donc nous avons une unité de traitement, une unité centrale de traitement. الشيخ من فضلك الصوت شويه برك علي الصوت شويه مانيش نسمع فيك مليح. نعم. سير بلي الشيخ الصوت تاعك شويه ومانيش نسمع فيك مليح. راح نحاول. Donc, un système à base de microprocesseur est composé d'une unité de traitement qu'on appelle UCT ou la CPU ou la microprocesseur. Il y a le microprocesseur. Donc, à l'intérieur de celui-ci, on retrouve des registres, ce qu'on appelle l'UAL, l'unité arithmétique et logique, et une unité de contrôle. Le microprocesseur, bien sûr, il fonctionne à base d'une horloge. Cette horloge-là, elle permet de cadencer toutes les actions de celui-ci. Hein. Elle est à base de quartz. Ben, je fais déjà le cours oscillateur. Donc, ça permet de créer une certaine logique de fonctionnement. Le microprocesseur est relié à l'extérieur via une unité d'entrée-sortie. Cette unité-là peut être, comme on l'a déjà expliqué, une unité série, une unité parallèle, d'accord? On les appelle des interfaces d'entrée-sortie, qu'on verra prochainement. Donc, ça permet de faire la liaison entre le microprocesseur et le monde externe. Le monde externe, ça veut dire les périphériques. Ça peut être des capteurs, des actionneurs, un micro-ordinateur, plutôt un clavier de micro-ordinateur ou l'industrie qui un écran d'affichage, hein, ça peut être un peu de tout. Et bien sûr, ce transfert de données-là est fait grâce à certains bus de transfert. C'est des structures à l'intérieur qui permettent de transférer les données par le microprocesseur vers l'extérieur ou bien de recevoir des données de l'extérieur vers le microprocesseur. Et bien sûr, tout ça est aidé, ou bien le fonctionnement se fait aussi grâce à une mémoire centrale. Donc, des fois, on a besoin de sauvegarder certaines informations à l'intérieur de la mémoire. Ces informations peuvent être plusieurs types, soit c'est des opérandes qui permettent de réaliser des opérations arithmétiques, logiques, etc. Ça peut être le code lui-même sous forme binaire, donc il est stocké en mémoire. On verra ça plus tard en détail. Donc, on peut avoir un schéma plus détaillé de ce système. Donc, vous avez le CPU, il est relié par le bus de données et le bus d'adresse vers la ROM et la RAM, qui constituent en son ensemble la mémoire centrale. Elle est reliée aussi à ce qu'on appelle PIO, ou bien l'unité d'entrée-sortie. Cette dernière, elle est reliée au périphérique via les bus d'entrée-sortie. D'accord? Et vous voyez ici ce qu'on appelle un bus de commande qui permet de un peu contrôler tout le fonctionnement. D'accord? Maintenant, on a dit qu'on va étudier le microprocesseur Intel 8086. Donc, celui-ci, on va l'expliquer en détail. On va donner d'abord son architecture interne. Ensuite, on va parler de son architecture externe. Architecture interne, ça veut dire comment il est fabriqué à l'intérieur. C'est-à-dire, on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur théoriquement. Hein? Donc, on va donner les différents constituants internes. Bon,
ce microprocesseur, comme on l'a déjà vu, est sorti en 1978, donc ça fait partie de la famille Intel 8086, donc vous l'avez deviné. Il est réalisé ou bien fabriqué par la boîte informatique Intel, ou bien l'entreprise, maintenant c'est une très grande entreprise Intel. Voici un petit historique. Donc, dans les débuts des années 70, Intel a réalisé le 4004. Hein. C'est un microprocesseur de 4 bits. En 1974 plutôt, on a réalisé un premier microprocesseur de 8 bits. Hein. C'est le premier PC d'IBM. Hein. Il est de 8 bits, comme on a déjà dit. Et à partir de 1978, on a commencé à réaliser des microprocesseurs à 16 bits. Ça veut dire que ces registres peuvent traiter des valeurs, des opérants jusqu'à 16 bits. Donc le 80-86, on a le 81-86, le 82-86, ainsi de suite, jusqu'au Pentium en l'an 2000. Et bien sûr, on l'a déjà vu la fois passée, donc nous avons une évolution qui continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, nous avons des Core i4, i5, i7 maintenant. Bon, l'architecture interne, la structure interne du microprocesseur. Donc, on a déjà dit que le microprocesseur, c'est un circuit intégré, ce qui donne les sur les constituants internes. Donc, ça va être des registres. Nous avons plusieurs types de registres comme montré sur la figure. Vous avez 4 registres de 16 bits. شيخ نعم. شيخ نسقسيك معليش اش معناتها الشيخ الميكرو سي بي يو نتاع اي 5 واي 3 وانتل اش معناتها المعنى الحقيقي نتاعهم واش معناتها اي 5 واش معناتها اي 5 والله اي 3 واش معناتها اي 3 s'il vous plaît خلوا الأسئلة حتى النهاية أحسن باه suivez la logique du cours et à la fin je vais vous répondre à toutes vos questions. Vous notez et je vais répondre à la fin. معليش. معليش مش C'est mieux. Vous notez toutes vos questions et on va répondre à la fin. Maintenant, je préfère suivre la logique du cours, c'est mieux. Merci. Donc, on revient ici. Donc, on a dit que le 8086 est structuré, bon, et enfin, possède plusieurs registres à l'intérieur qui sont de 16 bits. Hein, la majorité sont de 16 bits. Donc, on a 4 groupes de registres, comme montré sur la figure. Vous avez 4 registres généraux, 4 registres d'adressage, 4 registres de segments. Vous avez un registre d'état, ou bien qu'on appelle flag, les flags de 9 bits, et vous avez un compteur programme de 16 bits. On va voir chaque type séparément. Donc, les registres généraux sont les registres AX, BX, CX, DX. Les registres d'adressage sont SP, BP, SI, DI. Les registres de segments sont CS, DS, SS et ES. Les registres de commande sont IP et les flags. Donc, maintenant, les registres généraux. Ceux-ci permettent de réaliser un peu, enfin, ils peuvent participer ou bien ils peuvent être utilisés dans des opérations arithmétiques et logiques. Donc, vous avez AX, on l'appelle un accumulateur. Donc, il peut contenir des données, il peut participer à l'addition, la soustraction, différents types d'opérations. Le BX, il est appelé registre base, on peut l'utiliser dans les mêmes opérations. Le CX, c'est un compteur de comptage et calcul. Bon, on peut l'utiliser dans les opérations arithmétiques et en même temps, on peut l'utiliser comme un compteur. Un compteur, donc on peut l'utiliser comme un compteur. Le DX, c'est le registre data. C'est le registre data ou bien le registre de données. Il a un peu le même ordre. La deuxième famille ou le deuxième groupe des registres sont les registres d'adressage ou bien les registres d'offset. Bon, d'après leur nom, c'est clair qu'il sert à déterminer ou bien définir des adresses. Nous avons le SP qui est un pointeur de pile, le BP qui est un pointeur de base, le SI c'est le registre d'index, le DI c'est
aussi un registre d'index. On va voir ça dans les modes d'adressage, comment on utilise ces différents registres. On les appelle aussi pointeur et index. Donc, ils ont aussi ce nom-là. On va voir les vidéos juste après. Les registres de segments, kiff, ils participent à la définition d'adresse, donc sous la forme, comme vous voyez ici, RSRE, segment offset. Donc, on va l'expliquer tout de suite. Donc, nous avons CS, c'est le code segment, ou bien le segment de code. Le data segment, c'est segment de données. Stack segment, c'est segment de pile. Extra segment, c'est un segment en plus. Donc, le dernier groupe de registres, c'est les registres de commande. Vous avez le IP, c'est un compteur, on appelle compteur programme. Donc, celui-ci, on ne l'utilise pas nous-mêmes dans notre programmation. Il est utilisé par le microprocesseur pour savoir à quel niveau. Les flags, le dernier registre, c'est les flags. C'est un registre d'état qui nous informe sur l'état général du microprocesseur un instant donné. Donc, celui-ci aussi, il est utilisé uniquement par le microprocesseur. Maintenant, on va commencer quelques remarques importantes sur ce qu'on vient de dire. Premièrement, la segmentation de mémoire. Donc, comme vous l'avez vu, on a parlé de deux groupes qui permettent de définir des mémoires, segment et offset, registre de segment et registre d'offset. On va voir pourquoi. Donc, on vient de dire qu'une case mémoire peut être représentée, bien représente une adresse sous la forme RSRO, segment offset. Donc, de cette façon-là, par exemple, 2350, on va dire c'est quoi ce 2000-là, c'est quoi ce 350. Ça veut dire, lorsqu'on écrit ceci, on comprend que la donnée ou bien l'information qu'on a, elle est sauvegardée dans un segment numéro 2 ou la 2000 et son offset c'est 350. Bon, pour comprendre cette écriture et ce concept, on doit d'abord parler de la mémoire. D'accord? Donc, le 8086, comme on l'a énoncé au début, possède 20 bits d'adresse. D'accord? Donc, logiquement, 20 bits d'adresse, il peut adresser jusqu'à 2 puissance 20 octets. Hein? 2 puissance 20 octets vont vous donner 1 méga. Vous connaissez normalement un petit rappel, donc 2 puissance 10 est égal à 1 kg, 2 puissance 20 est égal à 1 méga, 2 puissance 30 est égal à 1 giga. Donc ça, c'est l'unité de mesure de l'information, des données. D'accord? Donc, l'adresse mémoire, puisqu'elle est de 1 méga, donc elle peut aller de 5,00005 fois jusqu'à la case FFF 5 fois. Mais rappelez-vous que les registres sont sur 4 bits uniquement. Donc, plutôt 16 bits plutôt. Donc 16 bits, donc 4 couplés de 4. Hein? Et ici, on a 20 bits. Comment peut-on représenter une adresse de 20 bits avec des registres de 16 bits? Donc, c'est ça le problème qui est posé. D'accord? Qui fait nous représenter une adresse de 20 bits avec des registres de 16 bits. Donc, pour ce faire, on travaille généralement en hexadécimal. Donc, chaque 4 bits sont représentés par un digit hexadécimal. Et on va utiliser deux registres au lieu d'un seul pour donner une adresse de 20 bits. Donc, on va utiliser un segment de 16 bits et un offset de 16 bits pour représenter une adresse de 20 bits. Comment faire? On va donner un simple exemple pour le comprendre. Donc, imaginez-vous, vous êtes dans un hôtel et vous voyez ça dans le couloir. Donc, vous voyez le chiffre. On vous dit que à droite, vous avez la chambre 301 jusqu'à la chambre 304. Et à gauche, vous avez la chambre 305 jusqu'à la chambre 314. Et vous avez la clé de la chambre 303. Donc, la question qui se pose ici, est-ce que réellement dans cet étage, vous avez 314 chambres?
Non, logiquement, non. Vous avez uniquement 14 chambres. Le tarwa, ce tarwa-là, qu'est-ce qu'il donne comme information? Il vous donne le numéro de l'étage. Donc, le tarwa peut, c'est-à-dire être comparé au segment. Donc, vous êtes dans le segment tarwa, dans l'étage tarwa, à la chambre tarwa. Donc, tarwa sans tarwa. Le premier tarwa à gauche vous donne l'étage. Le 0 tarwa vous donne le numéro de la chambre. Donc, c'est exactement ça qui est fait à la mémoire. Donc, la mémoire, on l'a segmentée. Segmentée, c'est-à-dire on l'a divisée. On l'a divisée en pages. Chaque page est représentée par le numéro du segment. Et dans chaque page, vous avez plusieurs offsets. Donc, pour retrouver une information, vous donnez le numéro de l'étage ou bien le numéro de la page, dans le cas de la mémoire, plus l'offset qui est le numéro ou bien l'adresse à l'intérieur d'une page. D'accord? Donc, ça, c'est une analogie pour comprendre pourquoi on utilise deux registres. Donc, si on veut réexpliquer, on va rappeler qu'un octet, c'est un regroupement de 8 bits. Donc, 2 puissance 8, on peut donner 256 valeurs différentes. Comme je viens de rappeler que 2 puissance 10, c'est-à-dire 1 kg. Puisqu'on a l'adresse sur 16 bits, donc réellement, on peut avoir 200 puissance 16 adresses. Donc, si on divise 535 par 1024, on aura 64 kg. Donc, en 80-86, on parle d'une mémoire de pages qui est égale, chaque page de mémoire est égale à 64 kg. Et bien sûr, totalement, la mémoire adressable dans l'ensemble, c'est 1 méga, puisqu'on a 1 bit dans le bus d'adresse. Par rapport à 64 kg, donc on aura, ça comme on vient de faire, on aura combien de pages? Vous pouvez faire le calcul et retrouver combien de pages. Donc, on laisse ça en TD, c'est mieux. Donc maintenant, la solution, c'est très simple. On divise cette mémoire en segments. Chaque segment débute de 0 jusqu'à FFFF et le 64 kg. Ça donne le premier segment. En bas, le deuxième segment, il commence par 1, 0, 0 jusqu'à FF 64 kg. C'est le premier segment, et ainsi de suite. Donc, si on divise le 1 méga sur le reste, on aura en total 15 segments. D'accord? Ça, c'est la réponse à la question que je viens de poser. Donc, la mémoire est donnée, c'est comme si on a 15 étages. Chaque étage est de taille 64 kg. D'accord? Ça, on parle du 80-86, bien sûr. Donc, si on donne l'exemple suivant, 2000 par 350, donc l'offset est égal à 350 et le segment est égal à 2000. D'accord? Pour avoir la vraie adresse sur 20 bits pour le bus d'adresse, pour que le bus d'adresse sache où aller, on fait une simple addition, mais avec un décalage du segment à gauche et en rajoutant un 0. Donc, cette opération va donner ceci. Réellement, l'adresse réelle, c'est 20 350. D'accord? Mais pour la représenter dans les registres, on va utiliser 2002.350. C'est exactement la même information. Ce n'est que la représentation qui est différente. Donc, ça, c'est par rapport à la première partie. La deuxième remarque importante, c'est le registre des flags. On a dit que ce registre-là, dans l'état général du microprocesseur à l'heure actuelle. Donc, il a plusieurs informations qu'il peut nous donner. Donc, vous avez le registre lui-même sur 16 bits, mais 9 bits uniquement sont utilisés pour donner une information. Le reste sont figés. Elles ne portent à rien du tout. Alors, vous avez ici le détail. Donc, chaque case mémoire, plutôt chaque case donne une certaine information. Donc, si on commence de droite à gauche,
du poids plus faible au poids plus fort. On a le premier bit, c'est le C. Il donne l'information sur la retenue. On appelle un indicateur de retenue. D'accord? Le deuxième, il n'y a rien. Le troisième, P, c'est un indicateur de parité. C'est-à-dire, est-ce que le résultat obtenu est pair ou impair? زوجي ولا غير زوجي. La retenue, c'est l'ihtifaz. Dans l'addition, on a des retenues à calculer. En bas, on a le flag A, c'est un indicateur de retenue auxiliaire. C'est-à-dire, puisqu'on travaille sur 16 bits, des fois, on a des retenues auxiliaires intermédiaires. Donc, ça donne aussi qu'il y a une retenue intérieure. Donc, dans le TD, vous allez voir que ce problème-là de retenue peut, des fois, amener à certaines confusions. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à ça. Z, ça donne une indication sur un zéro, c'est-à-dire il y a un résultat nul quelque part, et le résultat nul a plusieurs interprétations aussi. Le S, c'est un indicateur de signe. Donc, des fois, lorsqu'on considère le signe dans nos opérations, donc le changement de S donne une idée, est-ce qu'il y a un changement de signe. Le T, c'est un indicateur d'exécution par pas, ça on va le voir dans le TP, Inch'Allah. Le I, c'est relié aux interruptions, comme on l'a énoncé plutôt la séance dernière. Donc, le transfert de données entre le microprocesseur et les périphériques se fait par plusieurs modes de transfert. L'un des modes de transfert sont les interruptions. Donc, on va l'expliquer dans le cours concerné par les entrées-sorties. Le D, c'est un indicateur de décrimination, c'est-à-dire lorsque ça concerne les compteurs généralement, donc on laisse ça, c'est mieux. Donc décrémenter, ça veut dire descendre de 1. Le O, c'est un indicateur de dépassement. Des fois, on dépasse la capacité du registre, c'est-à-dire le résultat ne peut pas être représenté sur 16 bits, donc le O va changer de départ. Sinon, des fois aussi, il y a un changement brusque de signe, c'est-à-dire ça donne une autre information que ce qu'on cherche réellement. Donc, cette case-là nous informe sur ça. Donc, ça concerne les registres d'état. Bien sûr, il y a un exercice, Inch'Allah, TP, et à chaque exercice, on va exactement repérer ces changements. La troisième remarque importante, ça concerne la pile. Donc, la pile, c'est une autre structure additionnelle dans un microprocesseur. On va expliquer qu'est-ce que c'est. Donc, une pile est simplement une zone mémoire, mais c'est-à-dire elle est faite de manière particulière, bon, comme donné ici, c'est-à-dire elle a un certain ordre chronologique. عندها توقيت معين طريقه معينه لحفظ المعلومات مش كما la mémoire l'autre mémoire. Donc celle-ci elle a une certaine forme, bon, théorique bien sûr, mais on peut l'assimiler comme exemple à un ensemble d'assiettes, hein, comme صحون هكذا واحد فوق الأخرى. Donc cette pile-là est gérée par le pointeur SP, comme on a énoncé auparavant. Dans le 80-86, c'est une pile de type LIFO. Donc, on a deux types de piles. Il y a LIFO, il y a FIFO. Wesh معناه LIFO? LIFO, ça vient de l'expression anglaise last in, first out. Dernier entré, c'est le premier sorti. FIFO, c'est premier entré, dernier sorti. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, lorsqu'on empile, lorsqu'on sauvegarde des informations, c'est la dernière information qu'on a sauvegardée qui peut être lue la première. D'accord? Lorsqu'on fait appel à la pile, c'est la dernière qu'on a enregistrée qui va être récupérée la première. Donc, bon, on a utilisé... Monsieur, l'IFO, qu'est-ce que ça veut dire? Last in... S'il vous plaît, vous gardez la question à la fin, c'est mieux. Comme ça, vous allez suivre mieux. D'accord. Je m'excuse. C'est mieux, bon, pour conserver un peu la logique du cours. Alors, ici, on a utilisé le terme empiler, dépiler. Empiler, c'est-à-dire mettre une donnée ou sauvegarder une donnée au sommet de la pile. Dépiler, c'est retirer une donnée du sommet de la pile. Donc, on peut sauvegarder
et on peut lire de la pile. Mais c'est pas comme on veut, c'est-à-dire il faut savoir que cette pile travaille automatiquement d'une certaine manière. Lorsque je sauvegarde une donnée et je sauvegarde une deuxième donnée, c'est la deuxième que je peux lire en premier. Sauf si on change la valeur de certains registres. On va faire un exercice comme ça en tout, Inch'Allah. Donc, on vous donne un exemple ici. Je sauvegarde une certaine valeur A dans la pile. Je sauvegarde une deuxième valeur A de la pile. Donc, j'ai BA dans la pile. Lorsque je veux, c'est-à-dire, lorsque je veux avoir la première valeur, c'est le B qui va sortir. C'est celle qui est en haut, en bas le A. Et à la fin, je peux avoir une pile vide lorsque je retiens le tout. Donc, ceci sera traité comme exercice. Même si vous avez des questions, vous les notez. Bon, la dernière partie du cours, c'est l'architecture externe du microprocesseur 8086. Donc, c'est un microprocesseur qui a 40 branches. Donc, vous avez les différents signaux ici, les signaux de contrôle, les signaux d'interruption, les signaux liés au DMA. Donc, interruption et DMA, ce sont deux modes différents de transfert de données. On va le voir un peu la prochaine fois. Vous avez les signaux d'état, les signaux de contrôle, il y en a plusieurs. Donc, en écriture, en lecture, donc on a plusieurs. Et vous avez le lien vers le bus de données et le bus d'adresse. Donc, ceci, c'est juste pour savoir, le connaître globalement maintenant, mais on va le faire en détail lorsqu'on parlera, Inch'Allah, des entrées sorties. Donc, ça, on a déjà expliqué. Et bien sûr, comme d'habitude, vous avez des références utiles sur le module. Maintenant, vous pouvez poser vos questions. Je vais répondre une par une. Allez-y. Monsieur, le mot LIFO, ça Oui. veut dire last in, first out. Yes. Oui. Ah. Eh. Monsieur, LIFO, اشرح لنا c'est-à-dire last in. Hein? LIFO, ça veut dire last in, first out.